La mutation dont je parle ici n'est pas liée à la radioactivité ou à des transformations physiques. Il s'agit d'une mutation au niveau psychologique et émotionnel de l'être humain. Cette mutation fait en sorte que l'être humain se libère des schémas comportementaux ancrés et peut évoluer vers une conscience plus élevée. La colère, par exemple, peut être d'origine physique ou psychologique, et la mutation permettrait de la surpasser. La vie elle-même est un puissant moteur de mutation, qui implique différents niveaux de réalité tels que le physique, le vital, le mental et le supramental. La manière dont l'être humain vit et interagit avec le monde influence également ces mutations. Pour être adapté à son environnement, le corps humain a des mécanismes instinctifs, physiologiques et endocriniens qui permettent de s'auto-gérer. L'ego joue un rôle dans la stimulation de ces mécanismes, mais l'intelligence vient ultérieurement tout en cherchant à trouver sa place dans le véhicule physique. Cette mutation est un processus de libération de l'ego et d'expansion de la conscience. La mutation d'un être humain commence par une transformation au niveau mental. L'intelligence descend dans le corps physique et crée une structure intellectuelle et mentale. Ces structures mentales reprogrammant les structures psycho-émotionnelles, comme l'ego et l'âme. Le corps vital, qui est l'énergie intra-atomique, est ensuite muté par les structures psycho-émotionnelles. Pour effectuer cette mutation, les concepts mentaux doivent être changés, ce qui peut être difficile car ils sont influencés par la psychologie, les désirs émotionnels et la mémoire. Les concepts déterminent la perception du monde et sont créés par des influences telles que la religion, la morale, la société, l'éducation et la réincarnation. Certains concepts, comme le racisme, peuvent conduire à des comportements destructeurs. La mutation se fait progressivement, remettant en question les schémas mentaux et permettant un changement de perception. Cependant, il peut y avoir des pièges où la mutation se limite à un niveau seulement, ce qui peut entraîner un décalage entre les pensées et les actions d'une personne. Malgré ces obstacles, la nature humaine a des mécanismes de protection qui empêchent souvent l'évolution, mais aussi des mécanismes qui favorisent le changement. Dans ce texte, l'auteur décrit les mécanismes de mutation et de contre-mutation présents dans différentes sphères de la vie. Elles s'agissent de mécanismes physiques, biologiques ou psychologiques. Il explique que lorsque l'on remet en question certaines croyances ou attitudes, comme le racisme par exemple, notre perception de la réalité change, ce qui entraîne une contre-mutation visant à maintenir certaines normes établies. Il souligne également que plus notre intelligence diminue, plus il est nécessaire de contre-muter afin de conserver une certaine stabilité. Il illustre cette idée en faisant référence à la négation du racisme de la part d'une personne qui agit pourtant de manière raciste. L'auteur évoque ensuite la guerre intérieure qui se produit lorsqu'il y a un conflit entre l'ego et le mental, ce qui engendre une mutation au niveau du plan astral. Il explique que cette mutation au niveau du plan astral est plus complexe et basée sur la mémoire, les émotions et les désirs. Elle est appelée négoïsation, et conduit finalement à la dissolution progressive de l'ego, pour laisser place à une intelligence basée sur l'intelligence. L'auteur conclut en soulignant que ces mutations et contre-mutations peuvent se produire simultanément avec le plan vital physique. Il est souvent observé que de nombreuses personnes sont rendues malades par des situations qui devraient être vitales. C'est une loi de la nature humaine, comme la misère et la souffrance, qui pousse l'homme à fuir le bonheur. Cependant, certaines personnes accèdent néanmoins au bonheur, ce qui peut déclencher des maladies. Par exemple, y rencontrer une personne possédée par quelque chose de blanc qui rend son corps malade. Les médicaments ou traitements sont inefficaces, voire aggravent son état. Les médecins ne savent plus quoi faire et il est constamment stressé. Cette possession est survenue après une expérience de bonheur intense, ce qui a déclenché ces problèmes de santé. Il est rare de voir quelqu'un possédé par quelque chose de blanc. Cependant, il est contre nature d'être heureux et les personnes qui ont connu l'extase ont souvent fini en martyrs. Être possédé par quelque chose de blanc signifie être possédé par une partie de paix et de bonheur qui est en opposition avec la nature humaine faite de misère et de souffrance. Il y a donc un combat entre cette partie blanche et la nature humaine, ce qui peut entraîner des maladies. En somme, l'homme n'est pas fait pour être heureux et cherche inconsciemment à s'autodétruire. La génétique humaine est puissante et a la capacité de s'améliorer au fil du temps. Les mutations génétiques peuvent se produire, mais elles sont souvent risquées et peuvent entraîner des souffrances supplémentaires. Cependant, ces mutations sont nécessaires pour que l'individu puisse évoluer et trouver des solutions à ses problèmes. Les réponses aux questions et aux souffrances ne sont souvent pas trouvées dans les domaines conventionnels tels que la religion, l'ésotérisme ou même la science.
Il peut être nécessaire de se tourner vers des canaux d'information différents pour trouver des réponses, mais cela peut également conduire à plus de dissonance et de misère. La nature elle-même n'est pas favorable aux mutations, ce qui rend le processus de transformation difficile. Cependant, une fois que la mutation est complétée, il est possible d'entreprendre un voyage transtemporel. Il est également observé que le corps physique résiste aux mutations et tente constamment de les détruire. Les cellules en mutation sont généralement éliminées, sauf lorsqu'un système immunitaire affaibli ne peut pas les détruire, ce qui peut entraîner le développement de cancer. Les mutations positives sont rares, mais lorsqu'elles se produisent, elles peuvent entraîner des changements positifs dans le système nerveux et endocrinien de l'individu. Le cerveau est composé de cellules appelées neurones qui sont connectées les uns aux autres. Des chercheurs ont découvert que moins le cerveau travaille, plus la pensée et le raisonnement sont efficaces. Ils ont également constaté que l'isolation des conducteurs neuronaux grâce à la myéline avait une importance dans les connexions neuronales. De plus, les cerveaux les plus simples sont les plus efficaces. Ceci montre que le cerveau est en constante évolution et peut être modifié par des techniques. Cette mutation neuronique se produit chez tous les humains, permettant d'apprendre de nouvelles choses et de rationaliser la pensée. Cette mutation peut également se faire au niveau endocrinien, mais cela nécessite un travail mental pour se libérer des peurs et des émotions qui usent le corps physique. L'imitation et le travail mental sont des moyens de mettre fin à ce cercle vicieux de peur et d'expression émotionnelle. Lorsqu'une personne est exposée à un stimulus extérieur stressant, son corps réagit en sécrétant des hormones de peur. Après un certain temps, des corticoïdes sont également sécrétés, ce qui endommage les neurones. Cette mécanique de protection du corps vise à réduire la peur. Les personnes exposées à un stress chronique, que ce soit dans des situations de guerre ou dans des pays problématiques, ont des cerveaux altérés et une tolérance à la souffrance différente. Cette altération peut également se produire chez ceux qui vivent des situations stressantes régulièrement, comme les policiers, les pompiers, les médecins, les chirurgiens, etc. Une mauvaise gestion du stress peut entraîner une détérioration progressive de la santé chez ces individus. Lorsque nous ressentons de la peur ou du bonheur, notre corps réagit physiquement. La peur accélère le rythme cardiaque, provoque des réactions vasomotrices et une rougeur du visage, entre autres. Le bonheur, quant à lui, entraîne une réaction de calme, avec un ralentissement du rythme cardiaque, par exemple. Ces réactions sont liées à deux voies nerveuses, le système sympathique, qui accélère le corps, et le système parasympathique, qui le calme.